la mise en place de la toute dernière loi, la loi du 28 août 2018, 22 août 2018, relative aux crimes d'idéologie du génocide et autres infractions connexes, qui fut votée pour répondre en fait à plusieurs critiques émises contre les anciennes lois. Notamment, on disait que le caractère public n'était pas bien défini, que l'intention du crime n'était pas aussi évident que cela. Donc, la loi qui existe maintenant a tenté de répondre à toutes ces critiques-là et de faire une loi qu'on peut dire, une loi plus objective et plus correcte. Alors, je vais passer en revue assez rapidement, je le dis, les composantes de cette loi existante, sur comment le négationnisme est réprimé au Rwanda, pour que vous puissiez comprendre ce que c'est, sur le plan légal. D'abord, la loi de 2018 commence par définir qu'est-ce que le caractère public, parce que l'infraction n'est sanctionnée que s'il a été commis en public. Ce qui fait que quelqu'un qui serait chez lui et qui nierait le génocide contre les Tutsis, à l'intérieur des deux murs, lui-même n'a aucune conséquence. S'il ne le fait pas publiquement. C'est ce que prévoit la loi. Mais public, ça signifie quoi? Le caractère public est défini comme un endroit où est réuni plus de 2 personnes. C'est le premier élément. Donc, s'il y a une réunion de plus de 2 personnes et l'individu nie le génocide contre les Tutsis, on est considéré qu'il le fait en public. Deuxième élément, le caractère public est caractérisé par 6 éléments suivants. 1. Une publication sur un site web. 2. Une publication sur des réseaux sociaux. 3. Une publication dans les médias. 4. Un message envoyé à une personne, un message texto, un SMS. 5. Des enregistrements audio ou des images vidéo réalisés au moyen d'un appareil approprié, comme l'appareil que M. Karima est en train d'utiliser. 6. Toute autre publication à travers les technologies de l'information et de la communication. Vous avez bien compris, le caractère public est élargi. Quelqu'un peut même faire un acte chez lui qui a une connotation publique si cet acte-là dépasse les murs de l'endroit où il se trouve. Bon. Ensuite, quel est le négationnisme qui est réprimé? La législation rwandaise réprime la négation du génocide commis contre les Tutsis, mais aussi la négation de tout autre génocide reconnu sur le plan international. Ce qui fait que quelqu'un qui se permettrait de nier le génocide commis contre les Juifs sur le territoire rwandais, il est passible de poursuite au Rwanda sur cette loi-là. Donc vous voyez que la législation rwandaise est large et englobe le caractère international du négationnisme. Alors, maintenant, après avoir défini ces éléments-là constitutifs de l'infraction et le caractère de commission, la loi établit maintenant des actes concrets qui constituent le négationnisme ou l'idéologie du génocide. Le négationnisme, c'est quoi? Le négationnisme est composé de 4 éléments et je vais les évoquer rapidement avec quelques exemples précis. La loi dit que le négationnisme est un acte qui, 1, vise à déclarer ou expliquer qu'un génocide n'est pas un génocide. Un génocide n'est pas un génocide. C'est-à-dire des gens qui accordent d'autres qualifications. Par exemple, en disant, il n'y a pas eu de génocide contre les Tutsis, mais la guerre civile, massacre interethnique, soulèvement de la population. Donc, toutes ces appellations-là sont considérées comme une infraction. Par exemple, rappelez-vous la dernière émission de Charles Onana sur la chaîne de télévision française LCI, le 26 octobre 2019, où il a dit ceci. Entre 1990 et 1994 au Rwanda, il n'y a pas eu de génocide des Tutsis, ni d'autres génocides. Donc, ce genre de déclaration, vous l'entendez très souvent. Deuxième élément du négationnisme, selon la loi rwandaise, déformer la vérité sur un génocide dans le but de tromper l'opinion. C'est souvent ce qui est cité, c'est l'exemple souvent de l'attentat. On dit l'attentat, le génocide a été causé par l'attentat contre l'avion. Ça, c'est Régence, Payan, John Philippot et beaucoup d'autres. Troisième élément du négationnisme, affirmer qu'il y a eu double génocide au Rwanda. Ça, vous l'entendez souvent. Rappelez-vous, lorsque Dominique de Villepin dit les génocides au Rwanda ou les génocides rwandais, tout cela. 4 éléments, c'est le dernier qui compose le négationnisme, c'est déclarer ou expliquer qu'un génocide n'a pas été planifié. Donc, nier la planification du génocide. Et là, il y a plusieurs cas
Comme on est en Belgique, je vais me permettre de citer le cas d'un prêtre belge négationniste, le père Serge de Souter, qui intervient très souvent pour nier la planification du génocide. Il l'a fait, par exemple, à Arusha, le 4 avril 2006, où il avait été cité comme expert dans la défense, dans le procès Bagosora, où il a affirmé ceci. Je le cite. Mon point de vue général, ça c'est le père de Souter, c'est pas moi. Mon point de vue général est qu'on n'a pas prouvé un plan quand il a été fait, qui l'a fait, et comment, et ce qu'il y a dedans. Il n'est pas correct de dire que les forces armées rwandaises ont préparé un génocide depuis longtemps. Bon, voilà, il l'a dit dans plusieurs occasions. Deuxième crime, constitutif de l'infraction d'idéologie du génocide au regard des Rwandais. Minimisation du génocide. Donc, premier élément, c'est négationnisme, maintenant, minimisation. La minimisation est composée de quoi? 3 éléments également. 1. Minimiser la gravité ou les conséquences du génocide. Minimiser la gravité ou les conséquences du génocide. Je vous donne un exemple. C'est l'exemple de la lettre d'un groupe de prêtres rwandais, que certainement vous connaissez, et qu'ils ont écrit au pape juste après le génocide. Un groupe de 28 prêtres. Le 2 août 1994 à Goma, où ils ont dit entre autres ceci. Nous osons même affirmer que le nombre de Hutus tués par l'armée du FPR dépasse de loin les Tutsis victimes des troubles ethniques. Ça, c'est le prêtre. 28 prêtres. Bon, deuxième élément qui compose la minimisation du génocide, sous-estimer la façon dont le génocide a été commis. Sous-estimer la façon. Je vais encore citer un extrait de cette lettre-là du groupe de prêtres du 2 août 1994. Ils ont écrit ceci. Parler en insinuant que ce sont les seuls Hutus qui ont tué les Tutsis, c'est méconnaître que Hutus et Tutsis ont été tous les bourreaux des uns et des autres. Voilà. Là où donc on nie clairement la planification, on nie l'intention criminelle de détruire le groupe Tutsi en tant que tel, en disant que les Hutus et les Tutsis ont été tous les bourreaux et les victimes. Et c'est le groupe de prêtres. Et troisième élément, donner de mauvaises statistiques sur les victimes du génocide. Ça se comprend. Pierre Payant parlait qu'il n'y a pas eu plus de 280 000 Tutsis au Rwanda, ou bien le nombre qui est souvent avancé de façon... Le chiffre de 500 000 à 800 000 Tutsis, selon l'ONU, dit-on. Mais l'ONU n'a jamais mené d'enquête au Rwanda pour établir la matérialité du génocide et des étendues, l'étendue de ce génocide-là. Donc, c'est un chiffre totalement fabriqué de toutes pièces. Bon. Troisième élément constitutif du crime d'idéologie du génocide, c'est la justification du génocide. Donc, négationnisme, minimisation du génocide. 3, justification du génocide. Elle est constituée de quoi? La justification du génocide, le premier élément qui le caractérise, c'est glorifier le génocide. Glorifier le génocide. C'est dans cette catégorie qu'on trouve des propos, par exemple, qui affirment qu'il fallait se débarrasser des Tutsis pour qu'ils ne tuent pas les Hutus. Que ça a été en fait une pratique d'autodéfense. Et là, on la trouve un exemple parmi tant d'autres. Le 2 juin 1995 est sortie une interview de Monseigneur Foka Sénikouyizé, qui était à l'époque évêque d'Orhengeri, mais qui était en exil à Goma, qui est sorti dans un journal belge. Et, excusez si je le prononce mal, ça s'appelle de Volkskrant. C'est un journal belge, flamand, je pense. Yeah. Alors, l'évêque, qu'est-ce qu'il a dit dans son interview? Il a dit ceci. Un Hutu est simple et droit, mais un Tutsi est rusé et hypocrite. Il se montre bien, poli et charmant, mais quand le moment est venu, il fonce sur tout. Un Tutsi est foncièrement mauvais, pas par éducation, mais par sa nature. Ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda était quelque chose de très humain. Quand quelqu'un t'attaque, il faut que tu te défendes. Dans une telle situation, tu oublies que tu es chrétien, tu es alors humain avant tout. Autrement dit, le génocide est glorifié. Deuxième élément, c'est soutenir le génocide. Soutenir le génocide, donc on le soutient. Je cite encore l'exemple de Monseigneur Foka Sénikouyizé dans cette interview où il dit, comme dans toutes les guerres, il y avait des espions. Pour que les rebelles du Front patriotique rwandais réussissent le coup d'État, il fallait qu'ils disposent partout de complices. Les Tutsis étaient des collaborateurs, des amis de renommée. Ils étaient en contact avec les rebelles. Ils devaient être donc éliminés pour qu'ils ne nous trahissent pas.
Donc le génocide est soutenu. Troisième élément, déclarer qu'un génocide était fondé. Je cite encore Monseigneur Focas qui disait, il a dit, c'est la faute de Robert, les Tutsis voulaient restaurer le pouvoir et réduire les Hutus en esclavage. En vue d'atteindre cet objectif, ils disposaient de deux sortes d'armes, les fusils venus d'Europe et les femmes. Ils donnent les femmes aux Européens et restent ainsi en alliance durable avec eux, tellement ils sont mauvais. Bon. Donc, vous voyez, la loi rwandaise se base sur des faits précis. Ce n'est pas une loi trop générale et imprécise, etc. Elle se fonde sur des cas concrets du négationnisme. Troisième élément qui constitue ce crime, là je vais aller vite, maintenant ce n'est pas assez compliqué. La disparition ou la dégradation des preuves ou des informations relatives au génocide. Ça fait la disparition des preuves, la dégradation des monuments, des mémoriaux, etc. Quatrième élément, le vol ou la destruction intentionnelle des corps des victimes du génocide. Cinquième élément, la démolition, l'endommagement ou la profanation intentionnelle d'un site mémorial ou d'un endroit où sont inhumés les corps des victimes du génocide. Et le dernier élément composante de l'idéologie du génocide, c'est la violence contre un rescapé du génocide. La violence contre un rescapé du génocide, et la loi la définit comme un acte visant à harceler, intimider, déshumaniser, rappeler avec vantardise le mal qu'elle a fait, rayer, insulter une personne ou endommager ses biens au motif que la victime est rescapée du génocide. Ça, je le dis pour répondre un peu à certaines inquiétudes quand ils disent dans les médias qu'il y a par exemple quelqu'un qui a abîmé les plantations d'un rescapé du génocide, qui a tué les vaches, les bœufs, etc. Donc la loi sanctionne ces gens de façon très claire. Vous l'avez bien compris. Toute atteinte portée à un rescapé du génocide est poursuivie comme un crime spécifique. Autrement dit, la loi protège bien les rescapés du génocide comme une catégorie spéciale.